Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va se poser la question de est-ce que les réseaux sociaux flinguent notre créativité? Vous allez le voir, la réponse n'est pas si simple, mais j'avais envie de partager quelques pistes de réflexion sur ce sujet qui me passionne un petit peu, qui est le lien entre la créativité et les réseaux sociaux. J'espère que la vidéo vous plaira, elle se compose en deux parties. Une première partie où j'apporte des réflexions que j'ai eues et que j'ai essayé de mettre en image, et une deuxième partie face caméra où j'apporte peut-être un petit peu plus des idées de conseils ou de pistes de réflexion pour pouvoir garder intacte sa flamme créative et se protéger des aspects négatifs des réseaux sociaux sur notre créativité. Je blablate pas plus, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. La créativité au temps d'Internet est un sujet que je trouve fascinant. Comme j'ai pu l'évoquer dans d'autres contenus, ma reconnexion avec ma créativité s'est faite en même temps que ma découverte des réseaux sociaux. Cela va faire 1 mois que je suis en congé maternité et que j'ai décidé de couper avec Instagram, qui est le canal principal sur lequel je partage mes créations. Et c'est comme si on avait appuyé sur un bouton off, comme si un brouillard s'était dissipé petit à petit. Il faut dire que j'utilise beaucoup ce réseau social et cette coupure laisse du temps et de l'espace mental à ma créativité pour reprendre sa place. Et ça permet aussi de m'interroger sur l'espace que j'ai envie de lui donner en dehors des réseaux sociaux, et surtout sur le lien qui s'est créé au fil des années entre les deux. On est pas mal de personnes à vouloir vivre de sa créativité, de son savoir-faire artistique ou artisanal, et à jouer le jeu d'être sur les réseaux sociaux pour y arriver. On est aussi beaucoup à juste vouloir partager sa vision créative. Dans les deux cas, je suis convaincue que le fait de publier sur les réseaux et d'être soumis et soumise à des règles numériques imposées par des algorithmes, ça a un impact sur notre manière de créer. La question que je me pose, c'est est-ce que pour vivre sa créativité sereinement, il ne faudrait pas la vivre dans l'intimité, loin des réseaux sociaux? Ce contenu ne relate que mon expérience et mon opinion, et je serais curieuse d'avoir vos retours d'expérience et vos avis sur la question. Du coup, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je trouve déjà que l'acte de créer en lui-même, c'est assez fou. On rend visible et tangible ce qui ne l'est pas tant que ça reste dans nos têtes. Des idées, des pensées, des émotions. Vous allez me dire, ça s'apparente vachement à la parole, et oui, mais avec l'acte de créer, on a le choix de rendre tout cela visible sans le partager. Et puis la création fait qu'on exprime ses idées, ses pensées et ses émotions d'une manière unique qui est la nôtre et qui cumule une vie d'expérience, d'inspiration, et en même temps la fugacité de l'instant créatif. Ce que j'aime aussi avec la création, c'est que dès lors qu'on s'intéresse à un média et qu'on a envie de l'apprivoiser, on rentre dans un perpétuel apprentissage. On a envie d'explorer toujours plus, de laisser libre cours au moment et de découvrir par l'action de nouvelles choses. Ce que je trouve beau aussi, et qui rejoint une pensée partagée dans le livre Comme par magie d'Elisabeth Gilbert, c'est que la créativité au sens artistique, ça a rien d'essentiel. C'est pas vital, c'est juste un bonus de la vie. Elle nous dit « La créativité pure est magnifique précisément parce qu'elle est diamétralement opposée à tout ce qui dans la vie est essentiel et incontournable. » Nourriture, logement, médecine, loi, ordre social, responsabilité familiale et civile, maladie, chagrin, décès, impôts, etc. Elle est bien plus qu'une nécessité, c'est un cadeau. C'est la cerise sur le gâteau. Notre créativité est un présent insensé et inattendu que nous fait l'univers. Alors oui, la créativité, ça a rien de vital, et pour autant, je trouve que ses impacts sont bien réels. Créer, ça donne une manière unique de nous exprimer, donc, mais ça permet aussi d'être dans une curiosité, un apprentissage permanent, ça nous permet de passer du bon temps, un temps de pause, de reconnexion au moment présent, ça nous reconnecte aussi à nos émotions, à notre corps, ça nous permet de retrouver de la joie dans la lenteur. Il y a aussi une certaine forme de satisfaction de voir prendre forme les choses alors qu'on partait de rien, d'observer comment chaque action va venir interagir avec la précédente. Il y a aussi une curiosité même de refaire une création à un autre moment et de voir qu'elle ne sera jamais tout à fait pareille que la fois précédente, qu'il y aura toujours des détails qui changeront, comme s'il y avait une sorte de magie unique qui accompagnait chaque moment créatif, et que cette magie ne reviendra jamais vraiment comme la fois précédente. Et quand on décide de faire sortir nos créations du cadre intime, ça permet de créer du lien avec les autres, de rassembler autour des émotions que ce qu'on produit ou que d'autres produisent peuvent procurer. Par exemple, je vois ma pratique de la photographie comme un acte d'une grande intimité, quelque chose à protéger, des moments et un moyen d'expression à chérir,
Mais c'est aussi, et surtout grâce aux réseaux sociaux sur lesquels je partage mes créations, une manière de sentir que ce que j'ai voulu exprimer comme émotion, comme vécu, me dépasse. Elle va faire écho à d'autres dans leurs propres expériences. Il y a une forme de connexion hyper forte et un peu mystérieuse qui déborde sur l'intimité initiale pour venir connecter avec d'autres personnes et d'autres histoires. Ça me fait une parfaite transition pour dire que c'est ce qui est magnifique avec Internet et le rapport à la création sur Internet. C'est cette notion de partage et de faire tomber les barrières. Parce qu'on va pas se mentir, il y a toujours eu un certain élitisme pompeux autour de l'art et de l'acte créatif. Et ce qui a été merveilleux dans l'impact d'Internet sur la création et l'art, c'est que ça a permis à la fois de démocratiser des techniques, mais aussi les inspirations jusque-là réservées à la bourgeoisie. Pour qui s'intéresse à l'art, Internet est un musée géant et accessible facilement. Le cas particulier des réseaux sociaux, c'est que ça permet à la fois de partager ses créations, mais aussi d'avoir accès à une quantité impressionnante d'œuvres. C'est un aspect génial que de pouvoir s'abreuver d'autant de contenu, surtout quand on commence à vouloir créer avec un média en particulier et qu'on veut apprendre des techniques. Il est facile de trouver des modèles à refaire pour s'entraîner ou de trouver des backstage et tutos qui peuvent nous inspirer. C'est aussi génial d'être confronté idéalement à plein de formes d'art différents. Je dis idéalement car on en reparlera plus tard, mais les algorithmes jouent un certain rôle dans ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça donne aussi accès aux créateurs des œuvres, à leurs pensées, à leur cheminement, à leur vision, et c'est à mes yeux à double tranchant. Ça permet à la fois de rendre la figure de l'artiste, entre guillemets, plus accessible, plus humain, plus réel, et de casser les fantasmes qui entourent les âmes créatives, mais ça remet aussi inévitablement une part d'ego dans le game. J'ai la sensation qu'il y a toujours une sorte d'ego trip autour des artistes dont l'image est protéiforme, mais toujours cerclée d'une aura insaisissable. Il y a l'artiste torturé, l'artiste génie, l'artiste incompris, l'artiste inspiré, l'artiste inspirant. Il y a une sorte de mythologie qui, à mes yeux, est malsaine autour de la figure de l'artiste, qui crée des fantasmes et passe sous silence une réalité bien plus sombre que romantique. C'est que la plupart des artistes torturés que l'on a considérés comme des génies étaient en réalité des personnes en souffrance psychique flirtant avec la toxicomanie, des pensées suicidaires, des troubles de la personnalité et j'en passe. Ça mériterait un contenu spécialement dédié à cette question, tant il est passionnant de voir les fantasmes que suscitent les artistes et la manière dont l'art accentue les égotripes. Et à mes yeux, les réseaux sociaux n'ont fait que perpétuer ça, mais à une échelle plus vaste. Il n'y a plus besoin d'être connu ou reconnu nationalement ou mondialement pour passer dans un délire un peu mégalo dès lors qu'on crée. Aujourd'hui, chaque personne peut avoir sa propre vitrine, sa propre tribune pour s'exprimer, et notamment les personnes qui créent. Il y a une forme de représentation constante, un culte de la personnalité plus que de la création, une starification à petite échelle qui m'interroge beaucoup, car elle fait parfois passer la création après la personne. Je laisse chacun et chacune juger de si c'est une bonne chose ou pas, j'ai un avis pas aussi tranché qu'il n'y paraît sur la question personnellement, mais je peux m'empêcher de me dire que dès que nos alter-ego d'internet prennent le dessus sur nos créations, cela fait perdre de la magie et de la beauté à l'acte de créer. Ça, on le perçoit aussi avec le fait que de plus en plus de personnes aimeraient commercialiser leur art. Depuis plusieurs années, on nous vend un Eldorado, une vie incroyable dans laquelle on pourrait vivre de nos créations et de nos passions, de redevenir maître et maîtresse de son temps en exerçant nos passions créatives. On voit que cela peut marcher pour certains et certaines artistes, on nous dit que c'est aussi à notre portée, mais on tait souvent le revers de ce que ce genre de vie et de projet professionnel sous-entend. C'est-à-dire beaucoup d'investissements en énergie, en argent parfois, une certaine solitude, une instabilité financière prégnante, et parfois même un dégoût qui arrive petit à petit de ce qui était initialement notre passion créative. Bref, c'est encore un sujet qui mériterait qu'on s'y attarde dans un contenu dédié. Toujours est-il que cet Eldorado entrepreneurial et créatif qu'on nous propose vient rajouter une pression à la création, et parfois malgré soi. Une déviation plus vers la personnalité derrière les créations que les créations en elles-mêmes. On le voit notamment dans les divers conseils prodigués aux apprentis entrepreneurs et entrepreneuses créatifs et créatives, par les coachs, qui souvent se sont autoproclamés coachs. Il faut savoir se mettre en avant, selon eux, pour créer du lien avec sa communauté ou augmenter son audience et donc sa clientèle. On a très vite fait de plus penser à se mettre en scène qu'à créer quand on commence à suivre ce genre de conseils, qui par ailleurs marchent plutôt bien, mais peuvent fatalement éloigner des bienfaits de la créativité si on a du mal à doser. Donc un petit conseil comme ça en passant, avant de céder aux sirènes d'une vie professionnelle faite de votre passion créative,
Posez-vous la question de l'équilibre que vous souhaitez y mettre et de ce que vous êtes prêt ou prête à sacrifier ou à investir pour y arriver. Mais les réseaux sociaux, qu'on veuille commercialiser notre art ou pas, ont d'autres aspects qui me gênent beaucoup parfois. Il y a déjà la comparaison directe avec d'autres personnes qui pratiquent notre art et qu'on peut finir par voir comme des ennemis si leur contenu plaît plus. Il y a bien sûr les algorithmes qui nous en montrent beaucoup de ces concurrents, entre guillemets, et qui nous poussent de plus en plus à la comparaison et à créer toujours plus de contenu pour pas se perdre dans la masse. Et ça induit forcément une cadence effrénée. Tout ça nous amène à créer parce qu'il le faudrait plutôt parce qu'on le voudrait. Mais à quel prix ? Il suffit que notre investissement sur les plateformes ne soit pas rétribué à sa juste valeur pour finir par nous dégoûter de la création et du partage. Et pourquoi on s'inflige ça ? Est-ce que finalement c'est pas ce qui étouffe notre créativité dans l'œuf et qui nous éloigne des bienfaits plus purs, entre guillemets, de la création ? En fait, j'ai la sensation que chaque raison qui nous pousse à créer et qui n'est pas une raison intime, ça vient polluer l'expérience de création et ternir toutes les jolies choses que j'ai pu évoquer en début de ce contenu. Je trouve que sur les réseaux sociaux, il est facile de s'y perdre et de créer avec une certaine forme de pression, pour le coup qu'on souhaite commercialiser ou pas ses créations. Parfois, j'en arrive à me dire que créer pour soi, sans rien partager, peut véritablement être la solution pour entretenir un rapport sain à la créativité. Mais ça serait se fermer une porte merveilleuse qui est de partager et de connecter véritablement avec d'autres personnes. Finalement, il pourrait y avoir un équilibre à trouver, mais d'expérience, je trouve qu'il est toujours très précaire et très facile de rebasculer dans des travers d'ego trip ou de pression insensée autour de la création sur les réseaux. Du coup, très humblement, je vous propose quelques pistes de réflexion pour ne pas se perdre finalement dans l'océan créatif qui nous entoure d'un point de vue numérique et pour garder sa flamme créative intacte, ou en tout cas la plus intacte possible. S'éloigner des réseaux sociaux. Si le cœur du problème réside dans l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur notre créativité, le plus simple, c'est de les mettre à distance temporairement, voire définitivement. Ces dernières années, j'ai personnellement ressenti le besoin de couper de manière assez régulière avec les réseaux sociaux. Et du coup, c'est ce que je fais actuellement pendant mon congé maternité. Et je dois dire que ça fait un bien fou à mon esprit. Je retrouve du temps, de l'espace mental, ça me permet de pouvoir explorer de nouvelles choses sans avoir une pression et ce fameux brouhaha dont je parlais en début de vidéo. Parce que du coup, ça diminue la charge mentale que j'avais quotidiennement quand j'avais Instagram sur mon téléphone et que je m'en servais. Il faut que je rappelle quand même que je m'en sers de manière professionnelle parce que c'est ce qui me permet de communiquer sur mon activité. Mais du coup, j'ai plus ces espèces de petites injonctions qui tournent dans ma tête en mode « j'ai pas publié de post depuis tant de jours, ça va niquer mes statistiques » ou « j'ai pas répondu à telle ou telle personne ». Et ça, en général, c'est accompagné de la petite voix bien sympathique qui dit « Ok, cette personne va penser que je suis une connasse snob ». Donc vraiment, ça fait du bien à mon mental d'avoir ce truc-là en moins à penser. Et deuxièmement, ça me permet de ne pas avoir l'océan créatif des autres sous le nez en permanence. Du coup, je me sens moins influencée par les tendances créatives que j'arrive à percevoir au fil de mon fil d'actualité. Et ça me met moins la pression pour créer parce que je n'ai pas non plus la cadence effrénée que les réseaux sociaux imposent et le fait de voir les autres avoir une énergie assez folle dans leur création ou des idées hyper originales, etc. Ça me permet vraiment de me reconnecter à moi, ma créativité, mes idées et surtout mon rythme créatif. Et ça me laisse aussi plus de temps pour digérer toutes les inspirations et les idées qui arrivent dans mon cerveau. Si vous ne voulez pas couper avec les réseaux sociaux mais arriver à trouver un équilibre, vous pouvez aussi n'utiliser que certaines fonctionnalités. Par exemple, il existe MetaSuite Business, je crois qu'il faut un compte particulier, un compte business ou un truc comme ça, pour pouvoir l'utiliser, mais ça permet de pouvoir répondre à vos commentaires, de pouvoir poster des réels, des publications, des stories, tout en n'étant pas sur l'application. C'est une autre interface en fait. Vous pouvez aussi vous astreindre à une durée particulière pour l'utilisation de vos réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou autre. Je sais que pour Instagram, vous pouvez planifier directement une espèce de petite alarme pour le temps passé sur l'application, mais vous pouvez aussi trouver ce genre de fonctionnalité directement sur votre téléphone. Enfin, vous pouvez identifier s'il y a un certain type de contenu ou certains comptes qui créent un petit malaise chez vous. Si ça met à mal votre créativité, si vous avez tendance à trop vous comparer, ou à vous dire que vous n'êtes pas assez performante, créative ou créatif, ce genre de petites pensées un petit peu parasites qui viennent, vous pouvez décider de mettre ces comptes en sourdine. Donc il y a pareil une petite fonctionnalité pour ça, où vous pouvez carrément décider de vous désabonner.
Ce qui est important, on le rappelle, c'est votre santé mentale. On sait que les réseaux sociaux jouent sur des leviers comme la comparaison sociale en comparant notre contenu à celui des autres, ou bien la validation sociale via des récompenses comme les likes ou les commentaires. Et ces leviers-là, ils peuvent exacerber des sentiments comme la dévalorisation, l'apathie et rendre malheureux sur le long terme en fait. À ce propos, je vous mets une vidéo d'Arte que je trouve extrêmement bien faite de leur série Dopamine qui explique vraiment tous ces leviers, tous ces mécanismes et je pense qu'en avoir conscience, ça peut être plutôt utile quand on est face à Instagram et qu'on ressent des choses qu'on maîtrise pas forcément. En tout cas, l'idée principale, c'est de reprendre du contrôle sur l'utilisation de vos réseaux sociaux. Personnellement, vraiment, avec un peu plus d'un mois sans Instagram, j'ai, comme je le disais un petit peu avant, vraiment une impression de dépressurisation de mon cerveau. Ça me fait vraiment du bien. Après, c'est vrai que j'ai quand même ce sentiment où je me dis peut-être que je loupe des choses, donc un peu ce truc de FOMO, Fear of Missing Out, je crois, qui arrive dans mon cerveau et où je me dis j'aimerais bien aussi pouvoir suivre des comptes que j'aimais bien, mais je m'astreins vraiment à ne pas le faire. Et j'ai aussi un peu la peur de l'impact que ça va avoir sur mon activité pour ma reprise. Mais j'essaie vraiment de me concentrer sur les bénéfices que je ressens au quotidien maintenant tout de suite. Je vais terminer ce point d'ailleurs concernant l'activité professionnelle et le fait de quitter les réseaux sociaux avec une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps de Cindy Barrier qui est peintre et qui a décidé de quitter complètement Instagram et définitivement. Et elle explique un petit peu pourquoi, le cheminement de pensée qu'elle a eu et l'impact que ça va avoir sur son activité. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est vrai que quand on s'est professionnalisé, c'est un peu compliqué de se décider à quitter les réseaux sociaux parce que c'est une vitrine qui est quand même plutôt efficace. Et je trouvais ça intéressant de vous partager sa vidéo que j'ai trouvée assez riche en réflexion. Trouver son moyen de partager. Et donc là, ça me fait une parfaite transition pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'être sur les réseaux sociaux, même en tant que professionnel. Vous pouvez redevenir maître et maîtresse de votre contenu. Vous pouvez décider de les publier ailleurs, comme sur une newsletter, sur un blog, sur YouTube, en podcast ou que sais-je. En outre, ça vous permet de trouver votre propre cadence parce que comme je l'ai évoqué dans cette vidéo, les algorithmes d'Instagram font qu'il y a une certaine pression et une pression sociale pour partager de manière régulière du contenu pour pouvoir continuer à être mis en avant et avoir cette fameuse validation sociale qui nous fait tant de bien au cerveau. L'utilité de choisir son propre média, c'est de pouvoir retrouver une cadence un peu plus supportable humainement et qui nous convient tout simplement. Je reviens à ma coupure du coup d'un peu plus d'un mois là pour mon congé maternité et je me rends compte que ça m'a fait énormément de bien, mais j'ai toujours cette envie de partager en fait, d'où le fait que je fais cette vidéo. J'ai toujours ce besoin de partager des choses, de partager mes réflexions, de partager mes créations. Mais voilà, je décide de le faire de manière plus lente. Je pense que j'enverrai une newsletter un petit peu conséquente après mon accouchement pour donner des nouvelles et puis partager des choses que j'ai pu faire entre-temps au niveau photographique. J'ai envie en fait de retrouver des formats et des processus de création et de partage plus lents, qui demandent peut-être plus de temps aussi à la création et à la réflexion, mais qui ne répondent pas à un rythme quotidien journalier où je devrais me connecter et créer des choses vraiment tous les jours, voire des fois toutes les 2 heures pour pouvoir flatter un algorithme en fait. En tout cas, ce que je vous conseille, c'est de ne pas hésiter à explorer de nouvelles pistes pour trouver la bonne pour vous. Et surtout, de communiquer sur ce qui vous anime vraiment, même si ça prend plus de temps et même si ça vient un petit peu moins nourrir ce besoin de validation sociale. Retrouver l'amour. À la base, on a tous une raison intime qui nous pousse à créer. Est-ce que vous créez pour retrouver du temps pour vous ? Est-ce que c'est pour exprimer des choses qui sont un petit peu trop dures à verbaliser autrement ? Est-ce que vous le faites pour retrouver des sensations de votre enfance ? Ou c'est peut-être pour vous évader d'un quotidien un petit peu trop sérieux, un petit peu trop pénible ? Ou est-ce que vous le faites parce que ça vous permet de garder un lien avec d'autres personnes et de moins vous sentir seul et de partager ? L'idée ici, c'est de comprendre la force intime qui vous pousse à créer et de la chérir et d'essayer de ne pas la perdre de vue au fil du temps. C'est arrêter de créer pour créer parce qu'il faudrait le faire. C'est un peu bisounoursland, j'avoue, mais si je dois encore formuler cette idée différemment, je dirais que c'est de remettre de l'amour et de l'intention au cœur de vos actions. En mettant l'amour de la création et ce qui vous pousse intimement à créer au premier plan, vous donnerez moins d'importance à toutes les raisons annexes et un petit peu plus futiles qui vous poussent à créer au quotidien.
Si on fait des choses avec amour parce qu'on aime les faire, on se protège de notre propre ego et on protège quelque part notre rapport à la création et à la créativité. Typiquement, on va moins râler parce qu'on a moins de visibilité sur les réseaux sociaux. Ça évitera les plaintes incessantes et l'impression d'injustice qu'on peut percevoir chez les artistes qui partagent sur les réseaux sociaux, avec le manque de visibilité qui est un peu inhérent aux algorithmes d'Instagram notamment. Et surtout, ça nous permet de nous rappeler qu'on n'a pas de contrôle dessus, malheureusement. On a le contrôle seulement sur ce qu'on vit et sur comment on vit les choses, alors autant se concentrer là-dessus. Ça vous aidera aussi peut-être à être moins jugeant avec vous et moins jugeant avec vos créations, parce que la première chose qui vous aura poussé à les faire, c'est l'amour, tout simplement. Bon, j'avoue, ça fait un petit peu cucu sur le papier et dit comme ça, mais ça a changé quand même pas mal de choses personnellement sur mon rapport à la création et même de manière générale sur ma vie, en me disant que j'allais mettre l'amour des choses et l'amour des gens au premier plan dans ce que je fais et dans ce que je vis. Challenger sa créativité. À l'ère d'internet, il y a une certaine facilité à trouver des inspirations, des tutos, techniques pour se donner des idées. Et en vrai, c'est une vraie chance, surtout quand on débute avec une nouvelle activité créative, que de pouvoir trouver des ressources pour apprendre. Mais avant de vous lancer corps et âme dans la masse de tutos et d'inspirations que peut vous offrir internet, posez d'abord sur papier vos idées. Mieux encore, passez à l'action et créez directement. Essayez de trouver vos propres solutions face aux problèmes que vous allez rencontrer en étant en action. Parce que la créativité, ça se joue aussi dans la capacité à trouver de nouvelles solutions et à innover face à des problèmes. Donc, en se confrontant au réel et aux problèmes qu'on peut rencontrer, on rend notre créativité un petit peu moins fainéante et on aborde les problèmes créatifs qui se présentent à nous avec plus de curiosité, d'amusement, d'envie de voir ce que vont donner nos actions et les solutions qu'on a trouvées. En somme, soyez un petit peu plus autodidacte dans votre manière d'aborder l'acte créatif et l'art en général. Passez à l'action. Ça rejoint un peu le point précédent, mais à force d'être abreuvé de contenu, d'idées, on peut en venir à avoir une certaine frustration de ne pas pouvoir tout réaliser. Et encore une fois, de ne pas arriver à suivre la cadence qui est imposée par notre fil d'actualité sur Instagram ou autres réseaux sociaux. Et ça peut enfermer dans un certain immobilisme. Si comme moi, vous êtes du genre à avoir une liste d'idées longue comme le bras, et à finir par ressentir une charge mentale liée à ces idées qui restent dans un tiroir, il y a une chose qui est très simple, c'est de passer à l'action. Il faut arrêter de se projeter et réaliser vraiment les projets. Perso, depuis des années, je cumule des idées de choses que j'aimerais apprendre en termes créatifs ou mettre en place dans les médias que je connais déjà comme la photographie. Depuis des années, je cumule les idées et du matériel en me disant par exemple, je vais me mettre à la couture. J'ai acheté une machine, j'ai acheté plein de matériel pour pouvoir coudre et ça fait des années qu'elle est au placard. Mais depuis un mois, du coup depuis mon arrêt, j'ai décidé de remettre un petit peu à zéro tous ces projets créatifs que j'ai à peine entamés ou que j'avais listés sur mon téléphone. Et du coup, je me suis mise à la couture. J'ai décidé aussi de remettre à zéro toutes les retouches que j'avais en cours. Il y en a qui dataient de 2022 quand même, hein. Et le but pour moi, ça a vraiment été de faire baisser cette charge mentale que j'avais créée au fil des années et que je m'étais auto-imposée finalement. Et aussi de réduire la frustration qui était liée à ça, au fait d'avoir des idées posées quelque part, des envies créatives qui existaient depuis super longtemps, mais que je n'avais jamais réalisées parce que j'étais bien trop concentrée sur d'autres choses. Et au fil des années, ça s'est accumulé. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai mis le nez dedans, je me suis dit, mais en fait, je veux faire beaucoup trop de choses. Et bah ouais, tu m'étonnes que j'ai pas le temps au quotidien. Et puis surtout, il est peut-être temps de s'y mettre vraiment, parce que sinon ça peut encore continuer pendant des années et des années, surtout qu'il y a un petit bébé qui arrive, donc le temps va être un petit peu plus rare. Donc ce que j'ai fait et ce que je vous invite à faire, si comme moi vous avez une longue liste d'idées ou même dans une boîte des petits projets en cours ou jamais terminés, c'est de remettre cette liste et ces projets à zéro en vous demandant est-ce que aujourd'hui, est-ce que maintenant où j'en suis dans ma vie, c'est des projets qui me parlent encore ? Si oui, essayez de passer à l'action le plus rapidement possible dessus, même si c'est pas parfait ce que vous faites, ce n'est pas grave, l'important c'est de faire et de se décharger un petit peu. Et puis si jamais ce ne sont plus des idées qui vous animent, qui vous inspirent, bah juste laissez-les tomber, c'est pas très grave si vous les faites pas. Supprimez ou rayez sur votre papier, je sais pas comment vous faites, l'idée en question, et ça va vous décharger mentalement. Se nourrir ailleurs qu'au McDo. Vous vous dites pourquoi elle nous parle de bouffe celle-là ?
mais c'est une comparaison que j'ai trouvée. Et je pense que si on devait comparer le contenu des réseaux sociaux à de la bouffe, ça pourrait être comparé à des fast-food. C'est rapide, ça vient combler un besoin, c'est plutôt très agréable parce que les goûts sont réconfortants, c'est des goûts sucrés et gras, mais en termes de valeur nutritive et d'ingrédients, c'est pas ouf ouf. De la même manière que vous allez a priori pas manger tous les jours au McDo ou à Quick, il est bien de nourrir sa créativité ailleurs que sur les réseaux sociaux. Ce que je vous invite à faire ici, c'est de trouver des inspirations qui sont plus connectées à la vraie vie, comme, je sais pas, aller voir des expositions, aller au cinéma, écouter de la musique, ou juste passer du temps avec des gens en fait. Ça permet de chercher l'inspiration autrement qu'à travers un écran de téléphone. Et surtout, ça permet d'être réellement dans la vraie vie et de vivre des expériences qui engagent autrement notre corps et notre esprit. Parce que finalement, c'est en vivant sa vie qu'on nourrit ses idées. C'est pas en étant absorbé et complètement noyé dans tout un tas de créations et d'images en continu, quoi. Que juste vivre, en fait, c'est l'équivalent d'un étoilé, si on continue la comparaison culinaire. C'est un étoilé pour votre esprit. Je sais pas, vivre des expériences, partager avec des gens, faire du bénévolat, aller se promener, mais juste décoller son nez du téléphone pour vivre pleinement sa vie et se donner l'opportunité d'être nourri autrement que parce qu'on le voit sur un tout petit écran de manière infinie, quoi. Bref, je voulais vraiment terminer là-dessus parce qu'on a tendance, quand on est absorbé par les réseaux sociaux qui créent de réelles dépendances, c'est pas un mythe, hein. Quand on est enfermé dans cette addiction, on ne réfléchit même plus à nos actions. Bref, je voulais terminer là-dessus parce que je trouve que c'est difficile parfois de juste sortir de ces habitudes de consommation qu'on a avec les réseaux sociaux et que parfois il suffit juste d'un petit déclic ou juste de faire une petite pause pendant un certain temps pour se rendre compte à quel point ça prend du temps dans notre vie, ça prend aussi énormément de ressources cognitives et ça impacte directement notre créativité et parfois pas pour le meilleur, quoi. Donc pour conclure cette vidéo et répondre à la question est-ce que les réseaux sociaux flinguent vraiment notre créativité ? Oui et non. Je pense vraiment que ça peut avoir un impact négatif assez fort et assez important sur notre créativité quand justement on a mis le doigt dans l'engrenage des réseaux sociaux. Mais pour autant ça a des aspects bénéfiques hyper cool à vivre, notamment la notion de partage et de pouvoir connecter émotionnellement avec d'autres personnes de manière très forte. Et ces aspects-là, je pense qu'ils sont pas à jeter, même si effectivement de temps en temps couper complètement avec les réseaux sociaux ça peut vraiment faire du bien. Mais bref, l'idée c'est vraiment de reprendre le contrôle, de se rendre compte de notre utilisation des réseaux sociaux, de l'impact que ça a et d'éviter que ça vienne flinguer notre créativité, voire nous dégoûter de l'acte créatif, parce que finalement, créer, c'est, à mon sens, censé nous faire du bien d'une manière ou d'une autre, et c'est pas censé nous aliéner à quelque chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu faire peut-être germer quelques idées. Encore une fois, si vous voulez me laisser des petits commentaires pour me donner votre avis sur la question, ça m'intéresse fortement. Me dire peut-être aussi votre rapport à la création et aux réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes tombé un petit peu dans ce piège qu'on nous tend de nous comparer aux autres ou de vouloir créer du contenu de manière hyper régulière, ou est-ce qu'au contraire vous avez réussi à mettre en place des choses ou naturellement qui vous permettent de trouver une distance et ce fameux équilibre parfait entre vos créations et l'utilisation des réseaux sociaux. Dites-moi tout ça là-dessous. Et puis, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'opportunité de refaire du contenu en vidéo, mais en tout cas, je pense, comme je le disais, faire une petite newsletter pendant mon congé, la suite de mon congé maternité. Donc si jamais ça vous intéresse, pareil, je vous mets le petit lien en bio et vous pourrez recevoir des choses. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Bye!